Cette histoire me hante encore, aujourd'hui, même si 20 ans se sont écoulés. J'avais environ 7 ou 8 ans, et comme beaucoup d'enfants en France, j'étais fasciné par Halloween, cette fête qui commençait tout juste à prendre de l'ampleur dans notre pays, au début des années 2000. D'habitude, c'était ma mère qui m'accompagnait avec mon frère pour faire la tournée des bonbons. Elle était très protectrice et planifiait toujours tout à l'avance, les costumes, le parcours, l'heure de retour, mais cette année-là fut différente. Après l'école, elle m'a déposé chez mon ami Thomas, dans une résidence HLM à quelques rues de chez nous. « Je dois aller travailler ce soir, mais la maman de Thomas va vous accompagner, » m'avait-elle dit en m'embrassant sur le front. Si seulement elle avait su. Thomas vivait au 4e étage d'un immeuble qui sentait toujours un mélange de cuisine et d'humidité. Son appartement était particulier. Des dizaines de photos de chats ornaient les murs et une odeur persistante de litière flottait dans l'air. Sa situation familiale était complexe. Sa sœur, Marie, avait la vingtaine bien avancée et jouait le rôle de parent de substitution. Elle était toujours habillée comme si elle allait en boîte de nuit, même en pleine journée, et je ne l'ai jamais vue sans maquillage. Elle recevait constamment des amis différents, et nous devions alors rester enfermés dans la chambre de Thomas. Leur père, un mystère total. Thomas n'en parlait jamais, et les rares fois où j'osais poser la question, il changeait rapidement de sujet. Quant à sa mère, elle travaillait soi-disant comme commerciale itinérante, mais en 2 ans d'amitié, je ne l'ai vue que 3 fois, toujours pressée, toujours au téléphone. Ce soir d'Halloween, Jules était déjà là quand je suis arrivé. Il portait un masque de Scream, très populaire à l'époque, et Thomas s'était déguisé en vampire avec du faux sang qui coulait déjà sur son t-shirt blanc. Moi, j'avais un costume de squelette phosphorescent dont j'étais particulièrement fier. C'est là que j'ai appris que ni la mère de Thomas, ni sa sœur ne nous accompagneraient. Marie était affalée sur le canapé, regardant une émission de télé-réalité, et nous a à peine jeté un regard quand nous lui avons annoncé notre départ. « Faites pas les cons », fut sa seule recommandation. Nous sommes partis avec nos grands sacs en toile, ceux qu'on utilise normalement pour les courses. L'excitation de cette liberté inattendue se mêlait à une légère appréhension. Le soleil commençait déjà à se coucher, baignant les rues de cette lumière orangée, si particulière aux soirées d'automne. Les premiers arrêts furent plutôt classiques. Notre quartier, situé en banlieue parisienne, était habitué aux enfants qui faisaient la tournée d'Halloween. Certains voisins avaient même décoré leur balcon avec des toiles d'araignée et des citrouilles lumineuses. Quand les adultes nous demandaient où étaient nos parents, Jules prenait toujours la parole. « Ma mère est juste là-bas avec ma petite sœur », disait-il en pointant vaguement la rue. Son assurance était impressionnante et personne ne remettait jamais en question cette explication. Vers 19h, nous avons fait une pause chez Thomas. Marie avait maintenant de la compagnie, un homme que je n'avais jamais vu, et semblait encore moins intéressé par nous qu'à notre départ. Thomas a sorti des pizzas surgelées du congélateur, comme s'il avait l'habitude de gérer seul ses repas. Nous nous sommes installés dans sa chambre devant Gulli, qui diffusait des épisodes spéciaux d'Halloween. Jules est parti vers 20h, sa mère étant venue le chercher. C'est là que Thomas a eu l'idée qui allait tout changer. On continue. Il reste plein de rues où on n'est pas allé. J'aurais dû dire non, j'aurais dû appeler ma mère. Mais l'attrait des bonbons et cette sensation grisante de liberté ont eu raison de ma prudence. La nuit était maintenant complètement tombée, et les rues étaient différentes. Les lampadaires créaient des zones d'ombre inquiétantes,
et le nombre de trick-or-treaters avait considérablement diminué. Nous nous sommes aventurés dans des rues que je ne connaissais pas, plus loin de notre zone habituelle. C'est là que nous l'avons remarqué pour la première fois. Un homme poussant une poussette. Il marchait lentement, très lentement, comme s'il se promenait sans but précis. La scène aurait pu paraître normale en plein jour, mais à cette heure-ci, elle avait quelque chose de dérangeant. Il fredonnait une berceuse suffisamment fort pour que nous l'entendions à plusieurs mètres de distance. Il s'est rapproché progressivement, et sa voix est devenue plus claire. « Alors les garçons, bonne récolte ce soir. » Sa voix était douce, presque trop douce, comme du miel qui cache quelque chose d'amer. Il nous a expliqué qu'il rentrait chez lui après avoir promené sa fille et qu'il avait encore plein de bonbons à donner. N'ayant pas eu beaucoup de visiteurs, la poussette était entièrement recouverte d'une protection anti-pluie, malgré le temps sec. « Elle dort », a-t-il expliqué en désignant la poussette. « Je ne veux pas la réveiller. » Un sac plastique plein de bonbons pendait effectivement à la poignée de la poussette. Pendant que nous marchions vers sa maison, l'homme nous posait des questions, beaucoup de questions, sur notre école, notre quartier, nos parents. Il se penchait régulièrement vers la poussette, murmurant des « chut-chut » d'une voix étrangement théâtrale. Sa maison était une petite pavillon mal entretenue, avec un jardin envahi par les mauvaises herbes. Il a ouvert la porte et est entré avec la poussette. Mon instinct m'a poussé à demander de laisser la porte ouverte. Il a hésité une fraction de seconde avant d'acquiescer. « Je vais chercher les bonbons dans la cuisine », a-t-il dit en laissant la poussette au milieu du salon faiblement éclairé. Thomas s'est approché de la poussette. Je le revois encore, tendant la main vers la protection, la soulevant lentement. Son visage s'est décomposé. Sans un mot, il m'a attrapé le bras et nous nous sommes mis à courir. Nos sacs de bonbons cognaient contre nos jambes, mais nous n'avons pas ralenti. C'est là qu'une voix de femme nous a arrêtés, nous faisait des signes depuis son jardin. « Vous connaissez cet homme ?» nous a-t-elle demandé, inquiète. Thomas, encore essoufflé, lui a expliqué pour la poussette et la fausse poupée. « Il n'a pas d'enfant », nous a-t-elle confirmé. « Il vit seul depuis des années. » Elle nous a fait monter dans sa Renault Clio et nous a raccompagnés chacun chez nous. Mes parents ont immédiatement appelé la police. Je n'ai jamais su exactement ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai entendu mes parents en parler à voix basse pendant des semaines. Ma mère a interdit tout contact avec Thomas, blâmant le manque de supervision chez lui. Thomas et moi nous sommes encore croisés au collège pendant quelques années. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit-là, mais parfois, quand nos regards se croisèrent, je savais que nous pensions à la même chose. Cette poussette, dans ce salon mal éclairé, et ce que Thomas avait vu à l'intérieur. Aujourd'hui encore, quand je vois une poussette dans la rue le soir, je ne peux m'empêcher d'accélérer le pas. Certains souvenirs d'enfance ne s'effacent jamais complètement.